Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vais démarrer. C'est un événement, c'est assez impressionnant pour moi parce que j'ai pas l'habitude de gérer des réunions avec autant de monde. C'est impressionnant donc à cause du nombre de personnes qui participent à ce webinaire. C'est aussi impressionnant pour une autre raison, c'est que je retrouve des personnes de mes vies d'avant qui vont participer à ce webinaire, qu'il s'agisse de personnes de l'époque où j'étais aux affaires publiques chez Société Générale, et même plus loin que cela, puisque Francis, je viens de voir que tu t'étais connecté, donc bienvenue. Bienvenue à tous. Cet événement, on l'a organisé en liaison avec l'Institut supérieur de l'environnement. Et donc, vous êtes très nombreux, bien sûr, à venir de là, soit que vous y soyez étudiant actuellement, soit que vous y soyez passé à un moment donné. Euh, l'idée, c'est la suivante. Donc, il y a eu ces annonces hier de la Commission européenne. J'espère que vous m'entendez bien. Il y a eu donc ces annonces de la Commission européenne hier, et l'idée, c'est d'essayer de décrypter ensemble cela. Compte tenu du nombre que nous sommes, je vais devoir vous donner la parole seulement de façon intermittente. Donc, la façon dont je vous propose d'organiser cette session, c'est la suivante. Euh, je vous présente, je vais faire trois présentations différentes. Une première sur le contexte politique et institutionnel qui nous a menés là. Ma société s'appelle Aristote. Quand on s'appelle Aristote, on ne peut pas faire l'économie de parler de politique. Et puis, non seulement c'est la bonne façon d'expliquer les décisions qui ont pu être prises hier, ou du moins des propositions qui sont faites, mais c'est aussi la bonne façon de comprendre ce qui peut advenir après. La seconde partie, on viendra décrypter un peu ensemble ce qu'il en est de ces propositions faites hier sur la CSRD, la directive sur le reporting de durabilité, mais bien sûr aussi sur la directive sur le devoir de vigilance, et puis dans une certaine mesure sur le règlement taxonomie. Et puis, troisième petite présentation, on parlera un peu des perspectives et on vous dira, avec l'Institut supérieur de l'environnement aussi, où on en est en termes de formation sur ces sujets-là. À chaque fois, ce que je me propose, c'est de vous donner la parole à l'issue d'une présentation. J'espère que ça ne sera pas trop astreignant. On va essayer. Pour moi, je vous répète, c'est une première, donc je vais faire de mon mieux. Je vais d'abord commencer par partager cette présentation. Et donc, on va démarrer par cet exposé un peu sur les circonstances, le contexte institutionnel et politique où on en est et ce qui a amené aux propositions d'hier. Le premier élément que je voulais évoquer, c'est le rapport L'État sur le marché unique qui a été remis à la Commission européenne le 18 avril dernier. Plus récemment, un rapport qui s'appelle Less is More a été aussi consacré au sujet de financement de l'économie européenne. Ceux qui m'ont eu comme étudiant savent à quel point je raccroche les questions finances durables à la question plus large de la Capital Market Union, enfin ce qu'on appelait la Capital Market Union et qu'on appelle maintenant l'Union pour l'épargne et l'investissement. Et il y a un étroit rapport entre les deux sujets, bien sûr. Ce rapport, l'État, il s'appelle beaucoup plus qu'un marché. Il s'est concentré sur différentes recommandations dans les secteurs de la finance, de l'énergie, dans les secteurs qui, de façon générale, ne faisaient pas encore l'objet d'un marché unique. Je vous rappelle que s'agissant des marchés de capitaux, l'Union des marchés de capitaux, et je parle devant des spécialistes, j'ai vu que Véronique, tu étais là,
L'Union des marchés de capitaux, c'est une histoire qui date de 2015. Le projet a été lancé en 2015. Donc, on est quand même sur des choses qui commencent à être anciennes. Et pourtant, on a toujours ces problèmes d'unification du marché des capitaux au niveau de l'Union européenne. Si on continue dans les événements politiques et institutionnels, donc en juin, on a vu l'arrivée d'un nouveau Parlement européen, marqué de façon plus marquée vers les conservateurs, et avec aussi des partis d'extrême droite assez puissants. Donc une majorité qui s'est maintenue, une capacité pour Madame von der Leyen de rester présidente de la Commission, mais dans un contexte quand même un peu différent de celui qu'on avait connu il y a 5 ans. Là où il y a 5 ans, on était dans cette ambiance Green Deal, etc. Là, on est dans une ambiance assez différente, plutôt marquée et plutôt avec une priorité donnée aux questions de compétitivité. 1er décembre 2024, c'est jamais rapide avec l'Europe. On a vu Ursula von der Leyen, c'est le 18 juillet. La nomination des nouveaux commissaires, c'est le 1er décembre. J'en évoque ici 3 parce que c'est ceux qui nous concernent, en fait, s'agissant des questions de finances durables. Stéphane Séjourné, qui est responsable du portefeuille Prospérité Stratégie industrielle, donc il est typiquement en charge du Clean Industrial Act, mais pas seulement. Il est en charge, pour ce qui concerne la finance durable et le reporting de durabilité, des questions de niveau 1. Teresa Ribera sur les questions de transition. Maria Luis Albuquerque, qui sera plus concernée par des questions de niveau 2 sur les questions de finances. « 9 septembre, le rapport Draghi, on en a parlé abondamment, c'est la suite logique ou le complément ou le petit frère ou le frère jumeau, comme on veut, du rapport l'État. Le rapport Draghi, c'est un rapport qui a été commandé par la Commission européenne sur le futur de la compétitivité de l'Europe. C'est là qu'on voit que le sujet ne date pas d'hier, il ne date pas non plus de Trump. Il a été initié, cette commande, elle a été initiée à l'automne 2023. Et donc, on est déjà sur un sujet qui précédait de plusieurs mois les élections européennes et les changements politiques qu'on a pu connaître cette année. Le rapport Draghi, ça a fait un choc parce que ça dresse en matière de compétitivité européenne un tableau assez sombre et avec la nécessité de vraiment donner un coup de fouet et d'agir rapidement pour reprendre la main vis-à-vis des États-Unis sur le plan technologique, vis-à-vis de la Chine sur un certain nombre d'autres plans. Et donc, l'idée qui est véhiculée par le rapport Draghi, c'est 3 axes principaux: innover, combler le retard technologique, avoir un plan pour la décarbonation et la compétitivité, renforcer la sécurité et réduire les dépendances. Mais quand on entre dans le détail, le rapport Draghi évoque 170 propositions et on en arrive à notre point de ce jour. Parmi ces 170 propositions, la question de la simplification administrative, avec l'idée de nommer un commissaire européen à la simplification. Le commissaire européen à la simplification, on en a aussi un qui a été nommé de l'autre côté de l'Atlantique, le 5 novembre, parce que ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique n'est évidemment pas, ne peut pas nous laisser indifférents sur ces sujets-là, avec derrière Donald Trump des personnes comme ces charmantes personnes, Peter Thiel ou J.D. Vance ou Elon Musk, bien sûr, qui ont un agenda de dérégulation extrêmement agressif et qui est de nature à poser des problèmes en retour à l'Union européenne.
Alors, on en arrive à ce qui a été présenté par l'Union européenne récemment, à savoir la boussole de compétitivité et puis ce projet Omnibus. En novembre dernier, à Budapest, se sont réunis les chefs d'État et de gouvernement au Conseil européen et le sujet était notamment de retravailler sur ces rapports Letta et Draghi. Et avec, à l'issue de ce rendez-vous, alors pourquoi à Budapest? Parce que c'était la Hongrie qui avait la présidence tournante de l'Union européenne à ce moment-là. Euh, et donc, les 7 et 8 novembre, ils se sont réunis et ont publié à l'issue de ce rendez-vous une déclaration, dite déclaration de Budapest, où là encore, on appelle à une simplification dans les sujets de régulation, avec un appel à une révolution de simplification, et avec notamment une réduction des obligations de reporting à hauteur de 25% d'ici mi-2025. Vous me voyez venir, on se rapproche de notre sujet. Le reporting est au cœur de ces premières mesures avec Madame von der Leyen qui se prononce à partir de ce moment-là et qui commence à évoquer la CSRD. At the beginning, and we also have, for example, in innovation, remarkable talent in Europe. For example, with the whole clean tech sector, we are world leading, so we have our strength. But I think it is also a question of clarity that we have to be sincere in describing our weaknesses, where we have to work and to improve things. For example, if you're speaking about red tape, how could you convince people that this time it's different? Measure us at our words. We will, for example, come with a so-called omnibus. Omnibus is you take from many different files topics to reduce bureaucracy, to reduce reporting burdens, and put them in one omnibus that you guide and propose as a commission and guide them through the Parliament and the Council. So you have a huge approach to reduce in one step in all the different fields. What is agreed is too much today. We will look, for example, at the triangle taxonomy, CSRD, CSDDD. And important is, and this is something we agreed also in the informal council here today, the content of the laws is good. We want to maintain it and we will maintain it. But the way we get there, the questions we're asking, the data points we are collecting, thousands of them, is too much, often redundant, often overlapping. So it's our task to reduce this bureaucratic burden without changing the correct content of the law that we all want. Donc l'idée, c'est la loi est très très bonne, mais il faut quand même la changer. Il y a beaucoup de non-dits là-dedans. Alors derrière ce mouvement, deux gouvernements ont été particulièrement moteurs. Le gouvernement allemand, qui d'ailleurs n'a pas transposé à ce jour la CSRD, c'est un des 10 États membres qui n'a pas transposé, qui a formulé des propositions de report de l'application du reporting, des propositions de réduction du nombre d'entités concernées, des adoptions de normes plus légères pour les PME. Le gouvernement français a embrayé dans le même sens, avec à l'autre bout l'Espagne et l'Italie qui semblaient plutôt dans un mood plus positif vis-à-vis de cette régulation. Lorsqu'on fréquente, alors je termine ce petit tour de piste institutionnelle en signalant donc l'arrivée à la présidence tournante du Conseil de l'UE de la Pologne début janvier. Et donc on est dans un trio actuellement de présidences. Vous savez que la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne, et c'est important parce qu'on est en train d'entrer dans un processus législatif sur ces questions d'omnibus.
La présidence tournante change tous les 6 mois et fonctionne en général par trio sur 3 présidences, donc Pologne, Danemark et Chypre. C'est intéressant de noter, j'ai souvent participé à des réunions de l'EFRAG à Bruxelles. Lorsqu'on parle avec les Polonais, ils sont très très sensibles à ce sujet des entreprises de taille intermédiaire et PME. Et c'est intéressant d'avoir ça en tête quand même, en se disant que probablement là, je parle sous le contrôle de mes camarades anciens affaires publiques, euh, mais, euh, mais il est probable que le fait que la présidence soit actuellement à la Pologne est de nature à favoriser le démarrage du travail sur le projet d'hier. Reste 2 minutes, question courte, réponse courte, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous dites à un chef d'entreprise ou un industriel européen qui dit « Moi, je pars aux États-Unis, je délocalise aux États-Unis avec l'énergie qui sera moins chère, je bénéficierai de l'IRA de Biden et maintenant de la dérégulation de Trump. » J'y vais, vous lui dites quoi? Je dis que l'Europe est un pays d'état de droit où on a des règles qui sont jugées par des juges, qui sont stables, mine de rien, depuis maintenant des années. On a un environnement avec des qualifications importantes, un mode de vie qui est un mode de vie européen qu'il faut construire. Ça pose la question du modèle européen qu'on veut défendre. Si vous dites j'en ai marre des normes européennes, encore une fois, j'en ai marre, ça m'empêche d'investir. Sur la question de la bureaucratie, on a des annonces à partir du 26 février sur un choc de simplification qui sera massif. On est en train, non, pas meusquin, puisqu'on garde les objectifs climat notamment, mais on change le parcours pour les entreprises pour y arriver avec une suppression du reporting. On va changer énormément de choses dans la bureaucratie, donc on prend en compte... Impatient du 26 février, dites donc, il y a beaucoup d'annonces. On prépare cela également et ça fera partie des annonces qu'on fera avec les plans stratégiques industriels. En tout cas, le modèle européen est un modèle qui est particulier, qui a ses plus-values et qu'il faut pouvoir défendre sur la scène internationale. Reste 2 minutes, question coup. Je me retrouvais coincé avec Monsieur Séjourné. Sur le coup, j'avais trouvé cette déclaration stupide. J'ai pas une estime dingue de ce commissaire, mais j'avais vraiment trouvé la déclaration stupide. En fait, vu l'importance de ce qui a été annoncé hier, c'est vrai que c'est un vrai choc. On va y venir, mais clairement, les décisions qui ont été prises sont un vrai choc. Si on revient sur l'agenda de la Commission européenne, donc le programme de travail de la Commission a été annoncé en février, avec hier, alors mes petits trucs ne sont pas bien centrés par rapport à l'image, mais avec hier donc l'annonce de ce Clean Industrial Act et du premier Omnibus Package, et avec à noter la communication, on y revient sur l'union pour l'épargne et l'investissement, communication qui est prévue pour le 1er avril. Et je répète, je l'ai dit tout à l'heure, il faut toujours garder en tête ce fond de sujet qui est la question de comment on finance l'économie de l'Union européenne. Competitiveness Compass, pas grand-chose à dire là-dessus. Là encore, on retrouve le mot simplification. Et puis donc, cet omnibus de durabilité hier. Et je vais, à ce stade de la présentation, je vais vous proposer un premier échange. Donc, cet omnibus de durabilité, un omnibus package, c'est un terme qui vient de l'informatique, mais dans le domaine de la régulation, un omnibus package, c'est donc un ensemble de mesures législatives qu'on regroupe dans un seul texte. Et donc, le programme de la Commission européenne en prévoit 3. Un premier sur les reportings de durabilité, celui qui a été annoncé hier. Un second sur la simplification des reportings en matière d'investissement, dont je comprends que certains éléments ont été annoncés hier. C'est un peu confus dans mon esprit. Et puis un troisième, un peu plus tard dans l'année, définissant mieux les obligations pesant sur les mid-cap. L'omnibus hier, le package d'hier, c'est une proposition de directive
amendant un certain nombre de points des directives de CSRD et CS3D, une proposition de directive reportant l'application d'un certain nombre de choses, et un projet d'acte délégué modifiant le règlement taxonomie et les actes délégués qui sont liés au règlement taxonomie. Celui-là, il est soumis à consultation publique pour les 4 semaines qui viennent. Mais dès la proposition de directive CSRD, il y a des aspects qui touchent la taxonomie. Et puis en même temps, hier était bien sûr publié, et c'était très important, toute la communication de la Commission européenne sur le Clean Industrial Act, et puis une proposition de règlement modifiant le règlement sur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, et une proposition de règlement modifiant le règlement InvestEU. C'est celui-là qui me semble, si je le comprends bien, lié à l'omnibus numéro 2. Alors, juste avant d'entrer dans le détail et de prendre éventuellement d'avoir avec vous les premiers échanges, je rappelle le dispositif de finance durable à l'européenne. La finance durable, ça veut dire comment orienter les flux vers une économie bas carbone, sachant que c'est un des 3 objectifs de l'accord de Paris. L'accord de Paris comporte un objectif d'atténuation, un objectif d'adaptation au changement climatique, et cet objectif que la finance doit faire aussi le job. Pour ce faire, 4 outils, mes étudiants connaissent ce slide par cœur, les politiques financières, politiques fiscales, finances publiques et outils d'information. CSRD, on est entre les politiques financières et régulation et puis les outils d'information, mais enfin, dans la mesure où il s'agit de choses mandatory, on est bien dans l'influence par la force de la loi. Le dispositif finance durable de l'UE, c'est des obligations d'information, donc une taxonomie qui vise à définir qu'est-ce qui est durable, pas durable, et des outils. La taxonomie, c'est un règlement délégué, on y reviendra un peu parce que hier ont été annoncés des éléments là-dessus. C'est un règlement délégué, c'est un règlement avec des actes délégués, dont un particulièrement important sur l'article 8 qui concerne des questions de disclosure, et puis les autres sur les technical screening criteria de la taxonomie. Les outils, c'est un certain nombre de règles sur les labels, sur les agences de rating, sur les mesures prudentielles en matière de climat. Et puis, au centre, ces obligations d'information qui sont au cœur du dispositif. D'abord, celle qui venait du règlement SFDR, qui bizarrement n'est pas dans le package qui a été présenté hier. C'est très bizarre, en fait, parce que c'est quand même pas le plus simple des textes qui ont été adoptés. Et puis, ce texte CSRD qui concerne les grandes entreprises et les PME cotées, du moins jusqu'à hier, c'est ce qui était visé par ce texte. Tout ceci dans un contexte union de marché de capitaux, je l'ai rappelé, pacte vert, REPowerEU à la suite de l'invasion de l'Ukraine, Clean Industrial Act. Et puis, là-dessus, dans les derniers mois de la législature précédente, de façon assez surprenante, à mon sens d'ailleurs, a été adoptée la directive sur le devoir de vigilance. Je dis de façon surprenante parce qu'il ne me semblait pas que politiquement, c'était très évident de faire adopter une telle directive à la fin de la législature dernière. Ça serait évidemment encore plus difficile aujourd'hui. Et là, ça devient assez simple, puisque le compromis qui modifie le paragraphe 13 est composé de l'amendement 45. Naturellement, l'amendement 13 ne portait pas initialement sur le paragraphe 13. Oui. Alors, pourquoi ce petit gimmick? Parce que tout ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce que les disclosures, c'est la CSRD, bien sûr, mais c'est aussi l'acte délégué article 8 de la taxonomie. Comme je le dis souvent, la taxonomie, ça se voulait être un dictionnaire, mais on n'a pas résisté au plaisir de mettre du reporting. Et puis, il y a ce règlement SFDR
qui concerne là les acteurs financiers, et puis des règlements, tout ce qui concerne les règlements benchmark, qui sont aussi des questions qui touchent aussi à des questions de disclosure. Tous ces textes auxquels on peut ajouter le devoir de vigilance, dans lequel il y a aussi des obligations de reporting, tous ces textes sont en relation entre eux. Lorsque on met en relation les 4 textes que sont le règlement de taxonomie, la CS3D, la CSRD, le SFDR, on voit bien qu'il y a des relations dans tous les sens. Et c'est pour ça qu'il était vraiment logique, il y avait une vraie logique, effectivement, à reprendre ces textes dans un texte commun. Bizarrement, comme je le disais, le règlement SFDR n'a pas été retenu. Le règlement SFDR, bon, il est lié à la CSRD parce que la CSRD devient l'outil pour les acteurs financiers d'information sur les investees, les gens chez qui ils investissent. CSRD, CS3D, c'est en relation via l'utilisation des ESRS dans les due diligence process de la due diligence, mais aussi dans les publications d'infos qui reviennent dans la CSRD. Le règlement de taxonomie, du moins dans son article 8, oblige à publier un certain nombre d'informations sur l'alignement à la taxonomie, ce qui a un effet sur la directive due diligence et un effet sur la directive CSRD. Donc, on a des relations dans tous les sens entre ces textes-là, et c'était très logique. Il y avait une vraie logique à réfléchir à nouveau à la relation qu'on peut, à la logique qu'il pouvait y avoir entre tout cela. Alors, ce que je vous propose à ce stade-ci, je vais devoir apprendre à fonctionner avec le webinaire. J'ai une grande habitude de réunion Teams, mais là, dans un webinaire, on est beaucoup plus seul, j'allais dire, puisque j'ai pas trop vos réactions. Ce que je vous propose, c'est d'avoir, si vous voulez bien, un tout premier échange, du moins si vous avez des questions sur ce stade de la présentation. Et puis après, on entre un peu plus dans le détail sur ce qui a été annoncé hier. Je suppose que la bonne pratique, c'est de lever la main. Et à ce moment-là, je crois que je peux vous ouvrir votre micro. Je vous laisse expérimenter cela, si vous voulez bien m'aider en cela. Alors, Nicolas et Véronique. Alors, je propose de donner la parole à Nicolas en premier lieu. Nicolas, vous avez normalement... Allô, allô. Oui, Nicolas, vous avez la m'entend bien parole et je la donnerai après à Véronique. Merci. Oui, je vous entends très bien. Merci et merci pour cette présentation, c'est très clair. Moi, j'avais une question, alors c'est peut-être, on en parlera peut-être plus tard, mais est-ce que toute cette loi Omnibus a déjà été votée, validée en fait, enfin, ou est-ce qu'on en est à ce stade? Est-ce On va y venir. qu'elle est déjà implémentée ou OK. On va y Et dans ce venir. cas-là, En fait, pour répondre très vite à cette question, et puis je vais passer la parole à Véronique, pour répondre très vite à cette question, ce qui a été présenté hier, ce sont des propositions. Vous savez que dans le système européen, la Commission est à l'initiative des propositions, mais les propositions passent après aux 2 co-législateurs que sont le Parlement européen, c'est pour ça que j'en ai parlé, et le Conseil de l'Union européenne, c'est pour ça que j'en ai parlé. L'Union européenne, le Parlement européen étant supposé officiellement représenter les citoyens, et le Conseil de l'Union européenne étant supposé représenter les intérêts des États. Les 2 co-législateurs, après, font leur travail, amendent le texte, et puis à un moment donné, se réunissent avec la Commission pour faire ce qu'on appelle des trilogues, et pour aboutir à un texte commun. Donc on est au début d'un processus qui devrait être assez long, qui pourrait créer une forme d'incertitude juridique dans un premier temps parce que il y a un certain nombre de textes qui ont déjà été transposés en droit français et qui s'appliquent. Donc on est dans cette phase-là, dans cette phase un peu compliquée, mais on va y revenir. Véronique, oui, pardon, Nicolas. on a une idée de combien de temps ça va durer, ce genre de choses ou,
Ça serait trop simple, j'imagine. Ça serait trop simple. On va en reparler. On va probablement en reparler et puis peut-être les uns ou les autres auront des avis là-dessus. Il est clair que l'Union européenne, c'est une union à 27. C'est une union où les choses vont lentement. Lorsque la Commission agit par acte délégué, elle est susceptible d'agir assez vite parce que par acte délégué, ça renverse un peu la charge de la preuve. Vous émettez un acte délégué, c'est-à-dire, qui dit acte délégué, dit par délégation des co-législateurs. Et quand vous émettez un acte délégué, dès lors que les co-législateurs n'objectent pas, soit à la majorité qualifiée pour le Conseil de l'Union, soit à la majorité simple pour le Parlement, s'ils n'objectent pas, là, au bout de 2 mois de mémoire, le règlement délégué est adopté. Donc ça va assez vite. Mais là, on n'est pas dans ce processus-là, on est dans un vrai processus, j'allais dire démocratique, où le texte va être saisi par le Parlement et le Conseil de l'Union. D'accord. Véronique? Merci beaucoup. Alors. Oui, si je n'ouvre pas le micro, ça va être compliqué. Alors, Véronique, je fais tout ce que je peux. Normalement, tu as un micro ouvert. Véronique? Il faut activer son micro ensuite. Ça y est, Oui. je pense que c'est bon là. Ah voilà, ça y est, c'était de Oui, ton bonjour. côté que ça. Bonjour et merci. Merci beaucoup, Laurent. Je voulais juste réagir sur le cas particulier du SFDR. C'est effectivement, en un sens étonnant que ce ne soit pas intégré dans le cadre. J'ai envie de dire, l'argument qui a été utilisé par la Commission, c'est de dire que SFDR est déjà en révision. Oui, je sais. Et donc, ça va suivre son processus. Il y a déjà eu des consultations. Apparemment, ce processus va se poursuivre. Mais plus généralement, une des difficultés que l'on a dans cet omnibus, à mon avis, mais je pense que tu auras évidemment l'occasion d'en reparler plus en détail, c'est qu'au-delà de SFDR, il y a aussi beaucoup d'autres réglementations strictement financières, ESG, qui font référence ou qui utilisent des données qui sont dans CSRD ou dans la taxonomie. Et aujourd'hui, elles ne sont pas du tout abordées, ces autres réglementations. Je pense bien sûr à la CRR, je pense au règlement benchmark, au Green Bond Standards, etc., etc. Donc il y a en fait une ambiguïté aujourd'hui, c'est que d'un côté, on simplifie les exigences de reporting pour les entreprises, mais de l'autre, on ne simplifie pas les informations dont les institutions financières ont besoin pour se conformer à leur propre réglementation en matière de ESG. Donc, soit on revient en arrière à avant et à l'idée que les institutions financières doivent se débrouiller, si j'ose dire, pour collecter l'information de manière bilatérale ou à partir de fournisseurs de données ou à partir de proxys divers et variés. Soit il faut aussi simplifier, évidemment, la dimension financière, parce qu'une information qui serait considérée démocratiquement comme non pertinente pour les corporates a peu de chances d'être pertinente pour les institutions financières qui les financent. Mais ça, je pense que cette logique-là, elle est aujourd'hui pas encore sur la table. C'est ce que je voulais dire. Absolument. Merci Véronique. Oui, absolument. Alors la Banque centrale, de mémoire, la Banque centrale européenne ou le BA ou les deux ont déjà signalé ce point, bien sûr, auquel s'ajoute. Alors, on verra qu'il y a un certain nombre d'éléments dans les propositions d'hier qui permettent comment dirais-je, à des entités soumises à CSRD, et je ne réponds pas à ton point en disant ça, soumises à CSRD, les empêchant de revendiquer, enfin d'exiger un certain nombre de choses de la part de leur supply chain ou de leurs clients. Ce n'est pas tout à fait le sujet que tu évoques, et je suis complètement d'accord qu'il y a un certain nombre de relations avec la taxonomie d'une part, mais surtout CSRD, qui ne sont pas à ce stade-ci vus. De toute façon, de façon évidente, on entre dans une période très trouble, hein, très, très confuse de ce point de vue-là, qui est peut-être un peu sous-estimé. J'ai lu attentivement les Q&A de la Commission hier pour préparer cet échange. Il y a plein de contradictions encore.
Mais enfin, on va. Je vais essayer d'entrer plus. Alors, je suis pas sûr, Véronique, qu'on pourra aller très dans le détail sur la question des institutions financières parce que c'est pas l'ADN de la plupart des gens qui participent à ce séminaire aujourd'hui, à cette conférence aujourd'hui. Mais ça méritera peut-être une réunion complémentaire, effectivement. Stéphane, alors, voilà. Normalement, vous avez, Stéphane, la parole, mais peut-être que l'avez-vous pas prise de votre côté. Vous n'avez peut-être pas ouvert votre micro. Mhm. Ça y est. Oui, C'est bon? ma question, Ah, ça y est, on vous a. voilà, ma question c'est la suivante. Le monde économique n'aime pas l'incertitude. Or, justement, là, la communauté européenne fait constamment des volte-face par rapport à sa politique économique. Est-ce que finalement, ce n'est pas le principal danger pour la compétitivité européenne que de constamment changer les règles? C'est clair qu'on prend un risque. J'ai pas de réponse. Ça serait bien prétentieux d'avoir une réponse à une question, enfin, d'avoir une réponse simple à une question qui est compliquée, hein. Mais bien sûr que tout en alors, il y aurait plein de choses à dire, hein, sur le choix qui a été fait de se concentrer sur ces histoires de régulation. Je pense qu'en plus, il y a eu un discours quelquefois pas tout à fait honnête sur la CSRD, qui était quand même un des rares textes qui était clair. Enfin, moi, je le trouve clair. Je le trouve limpide. Je trouve qu'il était très utile, enfin, qu'il est très utile. Et c'est probablement dommage de s'être acharné sur ce texte-là. C'était pas le pire. Après, la création d'incertitudes, oui, bien sûr, ça pose une vraie question. Ça pose une vraie question. Quelle va être la balance bénéfice-risque? Est-ce qu'on va avoir plus d'avantages que d'inconvénients? Est-ce que, outre le fait que, en termes de parcours, de parcours pour l'économie européenne sur le chemin de la durabilité, bon, c'est évidemment une formidable occasion manquée, hein, les décisions qui ont été prises hier. Et puis oui, il y a cette création d'incertitude, on peut avoir ça en tête. On va essayer d'aller un peu plus avant. Est-ce qu'il y avait d'autres? Bon, je vous propose de reprendre notre petit chemin. Alors, je vais vous raconter ma vie. Dans ce format webinaire, je suis assez en aveugle par rapport à vous, c'est-à-dire je ne vois pas vos réactions. Si cependant vous levez si vous levez la main, j'ai Shegun qui travaille avec moi qui peut me signaler cela, mais moi je ne le vois pas. Je reprends le partage. Je vais essayer, parce qu'on va avoir un problème de temps absolument phénoménal, je vais essayer d'aller vite, sachant que on verra comment on peut communiquer à l'issue de cette conférence. Vous aurez bien sûr accès à l'enregistrement. Et donc, si je vais un peu vite sur certains slides, vous pourrez toujours quand même y revenir. Je reprends donc mon partage. Avec maintenant les annonces omnibus d'hier. Donc les annonces omnibus d'hier, c'est au fond, elles tournent autour de... C'est la réflexion que j'avais avant qu'elles arrivent, autour de 10 questions qui se posent. Ces questions, je les avais listées avant que ne commencent à fuiter des textes le week-end dernier, et je les ai séparées en des questions qui me semblaient être des questions de modalité, telles que le calendrier d'implémentation,
le périmètre des entreprises assujetties? Est-ce qu'on est dans le on doit ou on peut? Est-ce qu'on est dans la simplification des standards, le reporting taxonomie? Et puis, ce qui me semblait être plus proche des questions de principe, à savoir les plans de transition, le traitement de la chaîne de valeur, la question de la vigilance, le principe de la double matérialité, les exigences d'audit. Alors, c'est très arbitraire de trier modalités et principes de cette façon-là. Et d'ailleurs, on voit bien que selon les décisions qu'ils ont prises, on passe plutôt du côté des modalités ou plutôt du côté des principes. Ainsi, par exemple, le périmètre des entreprises assujetties, si vous réduisez de 90% les entreprises assujetties, ben, vous touchez peut-être à des questions de principe. Pauline, alors Pauline. Alors, je vous ai perdu. Je vous ai perdu. Je garde en tête que vous avez levé la main et je vous donne la parole dès que je peux. Donc, je disais, les 10 questions qui se posent, ça me semble être celle-là. Est-ce qu'on change le calendrier d'implémentation? Est-ce qu'on change le périmètre? Est-ce qu'on simplifie les standards? Est-ce qu'on bouge sur la taxonomie? Est-ce qu'on bouge sur la vigilance? Comment traite-t-on la chaîne de valeur, c'est-à-dire la chaîne amont, hein, c'est-à-dire les clients, les fournisseurs pardon, des entreprises sujettes à CSRD? Comment est-ce qu'on traite le principe de la double matérialité? En faisant simple, les modalités, ça me semblait être de la simplification. Les principes, toucher aux principes, ça me semblait être de la dérégulation. En fait, vous allez voir que tout ça est un peu plus confus dans l'ensemble et qu'on a plus de mal que cela à mettre les choses du côté de la simplification et de la dérégulation. Je vais partager la présentation sur les 3 textes. On va parler d'abord du reporting CSRD, puis de la directive sur la vigilance, puis de la taxonomie. Je passe très vite parce qu'on ne va pas avoir le temps d'échanger sinon. Pour vous dire quand même qu'à ce jour, on avait une entrée en application en janvier 2023, une directive qui avait été transposée par un certain nombre de pays. 17 sur les 27 ont transposé la CSRD. Certes, on n'en était pas là en septembre dernier quand la Commission a engagé une procédure d'infraction à l'encontre de 17 États membres, mais enfin, on avait quand même bien avancé. On était, pardon, oui, d'ailleurs je me trompe, on est bien à 20 le nombre de pays États membres qui ont transposé à ce jour. Donc on est sur une directive qui menait sa vie de façon presque normale, même si parmi les pays qui se faisaient un peu tirer l'oreille, il y avait l'Allemagne et ça n'était pas le moindre des sujets. Quand on regarde, on a déjà une 60aine de grandes entreprises en Europe j'ai pris ces statistiques, ces données-là à la date d'hier. On a déjà une 60aine, Sanofi en France, HSBC en France, Airbus en France, Nordea en Finlande. Enfin, on a un certain nombre de compagnies qui sont déjà sur des reporting CSRD avec l'énorme avantage que ça permet en regardant leur rapport annuel de comparer ce qu'elles disent. Alors, je reviens sur ces 10 questions qui se posent. En fait, il y a des questions qui sont obligatoirement regroupées. Le calendrier d'implémentation, le périmètre des entreprises assujetties, le traitement de la chaîne de valeur, on a du mal à séparer ces questions-là quand on parle de la CSRD. Alors, le périmètre d'application, là aussi, je passe très vite. En adoptant la CSRD, on faisait passer le nombre d'entreprises soumises à un reporting de durabilité de 11 700 sous l'ancienne NFRD, la Non-Financial Reporting Directive, à plus de 50 000. Avec les décisions d'hier, on redescend à quelque chose autour de 7 000. Donc, on est sur un gros mouvement en termes de périmètre d'application.
L'idée, c'était d'entrer progressivement en application pour la CSRD. Là, je passe vraiment archi vite, mais on pourra y revenir si vous le souhaitez. Mais je préfère en venir tout de suite à la décision d'hier. Donc, le rapport de Mario Draghi, il a souligné le fait que des règles imposaient une charge disproportionnée aux PME et aux petites entreprises par rapport aux grandes entreprises. Lorsque on traînait un peu du côté de Bruxelles, on voyait nos amis polonais, nos amis allemands et un certain nombre d'autres pays où les économies sont très fortement liées à leur dispositif de PME, très émus par l'arrivée de la CSRD. Donc la proposition d'aujourd'hui, elle réduit le champ d'application aux grandes entreprises de plus de 1000 salariés. Les grandes entreprises, elles sont définies dans la directive comptabilité de l'Union européenne, mais là, on prend que les grandes entreprises de plus de 1000 salariés. Il faut se souvenir que sous l'ancien régime de la NFRD, avant la CSRD, le seuil était à 500 salariés. La CSRD l'avait passé à 250. Donc en remontant à 1000 salariés, on réduit considérablement le scope d'entreprise visé par la CSRD, du moins dans sa composante mandatory, dans sa composante obligatoire. Ça a un seul mérite, c'est que ça s'aligne sur la directive sur le devoir de vigilance, qui, pendant les négociations, on était parti sur un seuil de 500, et puis à la fin, pour se voir adopté, il avait fallu remonter le seuil à 1000, et donc on a un point commun sur ce seuil de 1000 salariés, pas sur le chiffre d'affaires en revanche. Donc c'est bon, voilà, cette réduction drastique. Donc la Commission estime que la proposition réduira de 80% le nombre d'entreprises concernées. Moi, je me demande si c'est pas plus. Je me demande si c'est pas plus parce que au fond, avec 80%, pour réduire de 80%, il faudrait revenir à peu près au niveau de NFRD. Or, on a toutes ces entreprises entre 500 et 1000 salariés en plus. Sans compter que la Commission, dans ses communications d'hier, à un moment évoque 6600 entreprises, je crois. Donc, on est probablement à plus que 80% d'entreprises qui sont concernées. Sur les entreprises non UE, la communication d'hier n'est pas très claire, mais là aussi, les seuils remontent avec des seuils qui semblent correspondre de plus en plus à la directive vigilance. Vous pouvez mémoriser ce seuil du devoir de vigilance parce qu'il est réutilisé à différents endroits. Il est utilisé aussi maintenant pour la taxonomie. Pour poursuivre dans l'avancement, outre ce changement de périmètre d'entreprise visée, on décide aussi, la communication de la Commission propose aussi de reporter de 2 ans l'entrée en application des exigences reporting pour les grandes entreprises qui n'ont pas encore commencé à mettre en œuvre la CSRD. Alors, et pour les PME cotées. Alors, je ne vous cache pas que cette proposition est assez ubuesque parce qu'en réalité, ces entreprises qui n'ont pas encore appliqué les exigences de reporting, elles sont justement des entreprises qui sortent du scope de la proposition de la Commission. Donc là, on est typiquement dans les contradictions d'une communication faite un peu vite par la Commission hier. Voilà, ces entreprises-là, bon, certes, elles ont un délai, mais de toute façon, elles ne savent pas du tout si elles doivent ou pas faire un reporting. Je continue dans les questions qui se posent avec la question de la simplification des standards. Après avoir évoqué le périmètre des entreprises assujetties et le calendrier d'implémentation, la question de la simplification des standards. Un des grands atouts de la CSRD, c'était des standards uniformes
avec 2 standards dits transversaux, une dizaine de standards dits sectoriels, dits thématiques, 5 sur l'environnement, 4 sur le social et 1 sur la gouvernance. Et puis des futurs standards sectoriels, futurs standards pour les PME également, mais qui n'étaient pas encore couverts par l'acte délégué qui avait été adopté à la mi-2023. Alors, au total, on était sur des obligations de reporting, des obligations de reporting, et puis des choses qui étaient sujettes à analyse de matérialité, et vous le savez, analyse même de double matérialité, c'est-à-dire tout à la fois la matérialité financière, les risques et opportunités que subit l'entreprise du fait de l'environnement, du fait des conditions sociales, et la matérialité d'impact, c'est-à-dire les risques que l'entreprise fait courir à l'environnement ou à son environnement social. Ces éléments-là, ces ESRS, se redécoupaient en des disclosure requirements, et on avait au total 82 disclosure requirements qui eux-mêmes se divisaient en des data points, les fameux data points dont on n'arrête pas de nous abreuver en nous disant qu'ils sont vraiment très nombreux, sauf qu'en vrai, ils ne sont très nombreux que si vous considérez tout comme matériel. Mais dès lors que votre analyse de matérialité vous a permis de filtrer un certain nombre de choses et de considérer que certaines choses ne sont pas matérielles, vous avez évidemment beaucoup moins que 1200 points de données. Alors, finalement, ce qui est décidé hier, alors je ne vois pas sur mon écran, je ne vois pas tout à fait tout sur mon écran. Oui, hop. Je vois qu'un bout de mon écran parce que j'ai quelque chose qui le masque. Mais on va y arriver. Alors, bon, je suis un peu en aveugle, excusez-moi. Donc, ce qui est annoncé, c'est l'abandon des normes sectorielles. C'est plutôt dommage parce que c'était plutôt de nature à faciliter l'analyse de matérialité. L'abandon de fait des normes pour les PME cotées puisqu'elles se retrouvent complètement hors du scope envisageable. Sur les entreprises non-EU, les seuils sont relevés. Et pour le reste, est annoncée une simplification à venir sous forme d'un acte délégué, une simplification à venir des ESRS, de sorte de réduire le nombre de data points à produire lorsque, cependant, est retenue la matérialité d'un problème. Et donc, la Commission européenne en profite pour rappeler que l'analyse de double matérialité reste le principe. C'est important, c'est un des débats qu'on a avec les anglo-saxons. Les anglo-saxons n'aiment pas trop parler de matérialité d'impact, ils n'aiment pas trop évoquer l'impact que l'entreprise peut avoir sur l'environnement, ils préfèrent se concentrer sur les risques et opportunités créés pour l'entreprise par l'environnement. Donc c'est un rappel important, mais qui est à relativiser compte tenu de la réduction du périmètre d'entreprise concerné et au passage de la simplification des ESRS. Dernier élément dans les questions qui se posent pour la CSRD, les exigences d'audit. Vous savez que l'idée était retenue de passer à un moment donné d'une assurance, d'un niveau d'assurance modéré à un niveau d'assurance dite raisonnable. Le point avait été précisé et développé par les lignes directrices de la Haute Autorité de l'Audit en octobre 2024 au niveau de la France. Les auditeurs ne sont pas complètement, comment dirais-je, ils portent une part de responsabilité dans le CSRD bashing qu'on a pu observer depuis quelques mois. La recommandation de l'EFRAG, l'EFRAG a eu la mauvaise idée de recommander que, ou d'estimer que les honoraires d'un audit CSRD devraient tourner autour de 20% de ceux d'un audit financier.
immédiatement, naturellement, tous les auditeurs ont ajusté leur facture d'honoraires de sorte de se caler sur ce 20% du prix d'un audit financier. Ce qui, par rapport à un audit DPEF d'avant, alors je ne sais pas s'il y a autour, peut-être parmi vous, il y en aura qui auront des exemples, mais bien souvent, ça a conduit à une explosion par rapport à un audit, par rapport à un audit DPEF. Alors la proposition d'hier supprime la possibilité pour la Commission de proposer de passer d'une exigence d'assurance limitée à une exigence d'assurance raisonnable. J'ai mis le petit schéma sur la poule aux œufs d'or. Vous connaissez probablement cette fable de La Fontaine qui explique assez bien ce qui a été fait, parce que franchement, les auditeurs en ont fait un peu des caisses et en ont rajouté en constituant des énormes directions pour suivre ce sujet CSRD, ce qui a quand même fait un peu paniquer du côté des entreprises. Je vous propose d'interrompre le partage à ce stade-ci, et puis après, on verra si on poursuit sur les autres textes que sont la taxonomie et la directive sur le devoir de vigilance. Est-ce que vous avez des questions à ce stade-ci? C'est pas obligatoire, hein. Agnès. Alors, Agnès. Alors, normalement, j'ai ouvert votre micro. Oui, bonjour. Est-ce que vous voulez au passage que j'ouvre la caméra ou pas? Non, c'est bon, c'est Non, très c'est très bon bien comme ça. Ok, très bien. Bonjour à tous, merci pour ce webinaire qui est vraiment très clair et passionnant. Je pense que j'ai ma réponse, mais donc de la même façon qu'on n'a pas trop d'idées du planning d'application des décisions d'hier, sur les ESRS, on n'a pas non plus, enfin et sur les data points, on n'a pas d'idée de planning, de date à laquelle on aura une liste des Non, data points expurgés. Non, ce qu'on sait, c'est que, alors, il y a des pistes, hein. Alors, ce qu'on sait, c'est que ça sera sous la forme d'un acte délégué. Et comme je vous l'ai expliqué, là, un acte délégué, c'est un outil qui est un peu plus léger à manipuler. Parce que, au fond, la Commission européenne se repose, par exemple, sur les FRAG pour préparer un texte, regarde ça, adopte, et après, le Parlement ou le Conseil de l'Union ont 2 mois pour objecter s'ils ne sont pas d'accord. Donc ça, c'est la formule acte délégué. Mais acte délégué, encore faut-il qu'il se rattache à un texte. Oui, c'est ça. Or, cet acte délégué se rattachera nécessairement à la future directive Omnibus. D'accord. En conséquence enfin, moi, c'est ma compréhension, sous le contrôle de mes collègues affaires publiques autour de la table, hein, mais ma compréhension est celle-là. Donc, en tout état de cause, il faut attendre l'adoption de la directive. Et ça va être long, parce qu'une directive, c'est long à adopter, c'est long à transposer, donc on n'y est pas, hein, on n'y est pas du tout. Donc on est aujourd'hui dans une situation un peu paradoxale, et je repense à la question de tout à l'heure sur la compétitivité lorsqu'on est dans un univers incertain. C'est vrai qu'on est dans un univers avec un degré d'incertitude sur ce qui s'applique aux uns ou aux autres qui est assez phénoménal. Mais en tous les cas, les data points, on n'y est pas, hein. Alors, il y a une piste quand même sur les data points. Il y a une piste, il y a un éclairage qui peut être trouvé dans les textes qui ont été proposés par l'EFRAG, qui sont des textes hors CSRD pour le coup, pour le dispositif volontaire pour les PME. Et donc, je pense qu'on a là une bonne piste pour comprendre qu'est-ce qui peut être retenu à la fin. C'est un très bon indicateur avancé sur le sujet. Ah bah pour le coup, il est très, 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 très léger quand même. Moi, j'ai comparé les deux. Enfin, là, c'est carrément autre chose. Enfin, non, on est d'accord. Et il y a, de mémoire, en plus, il n'y a même pas de double matérialité dans les dernières VSME.
Ils l'avaient supprimé, il me semble. Ils l'avaient mis au départ et ils l'ont supprimé ensuite, il me semble. Je ne suis pas absolument... Oui. Donc, oui. Oui, enfin, oui, mais en tous les cas, je suis complètement d'accord pour reconnaître et pour convenir avec vous que le dispositif volontaire pour les SMI n'est en aucune manière du même degré d'ambition que ce qui existait auparavant. Ça, c'est évident, hein, si c'est ça le point. Oui, bah c'est... Oui. Oui, c'est clair. Ok. Alors, Christelle, je permets votre micro. Je vais ouvrir plein de micros en même temps, mais vous essayez de ne pas parler en même temps. Donc, Christelle, vous avez la parole. Oui, Laurie aussi, vous avez la parole. Mais Christelle, on va commencer avec Christelle, oui. oui. Les entreprises qui n'étaient pas obligées de faire le reporting et qui ont choisi de le faire maintenant, est-ce qu'elles n'ont pas intérêt à poursuivre pour leur crédibilité économique, à poursuivre dans cette direction malgré le recul de l'omnibus? Vous pensiez à des entreprises qui n'étaient, par exemple, pas dans la première vague et qui l'auraient fait dès cette année? Ouais, C'est ça? c'est ça. Donc, typiquement, une entreprise de 300 salariés, qui était donc seconde vague, mais qui, dès l'issue de l'exercice 2024, aurait publié, avec donc un an d'avance par rapport à son calendrier. Donc, cette entreprise, elle n'est plus dans le scope futur, mais elle est dans le scope, enfin, l'année prochaine, c'est là où on est vraiment dans un truc de dingue, hein. L'année prochaine, sauf à ce que un texte en droit français ait été adopté pour annuler l'ordonnance de transposition de la CSRD, mais je vois pas le truc. L'année prochaine, il est très peu probable que la directive Omnibus ait déjà été adoptée et transposée. Donc, cette entreprise-là, à mon sens, ma compréhension, est que de toute façon, la CSRD s'applique à elle l'année prochaine. Mais vraiment, je parle enfin, avec des pincettes, hein, parce que c'est très, très bizarre, hein, comme situation, j'en conviens, hein. Et oui, puisque si elle l'a fait en avance, c'est pour avoir des marchés auprès des grosses entreprises qui, elles, sont obligées de le faire. Oui, alors pour répondre à votre question parce que vous évoquez un peu la question un peu réputationnelle. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont prendre la décision, et c'est heureux, de poursuivre les projets qu'elles ont entamés en la matière. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Oui, il y a cette raison de réponse aux appels d'offres des entreprises elles-mêmes soumises à la directive. Sachant cependant qu'il y a une espèce de bouclier qui est mis en place pour un certain nombre de PME, de sorte que les entreprises soumises à CSRD ne puissent pas exiger trop de choses de leurs sous-traitants. Mais quand même, oui, vous avez raison, il y a un aspect un peu à la fois réputationnel et puis les entreprises qui vont s'engager dans des processus de démarche volontaire sont susceptibles effectivement d'avoir un avantage comparatif, on peut l'imaginer. Je ne suis pas sûr d'avoir vraiment répondu, Christelle, à votre question, hein, mais... Et si, puisqu'à présent, c'était un peu joué sur les marchés qu'elle pouvait avoir, les appels d'offres et leur réputation. Mais là, on rejoint la question aussi d'ailleurs tout à l'heure de Véronique, hein. C'est-à-dire qu'il y a aussi les banques qui sont susceptibles de demander de l'information. Donc, on rejoint cette histoire et d'ailleurs, de façon générale, les financiers vont avoir un vrai problème, que ce soit pour SFDR ou autre, dans la gestion de leurs données, informatives sur leurs clients, quoi. Donc, effectivement, en plus, c'est un plus vis-à-vis de vos... C'est pas seulement vis-à-vis de vos clients, hein, c'est aussi vis-à-vis de vos financiers. Alors, je suis dans le domaine financier. C'est pour ça que je posais... Voilà. Alors, vous l'êtes déjà. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Non, mais bon, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question ou est-ce que j'ai répondu à côté? Non, c'est bon. C'est-à-dire que
finalement, la confiance qu'on peut donner en financier, c'est plus par rapport au comportement de l'entreprise que par rapport à sa soumission à l'obligation. Oui, tout à fait. Non, mais je pense qu'on va, on va avoir cette catégorie d'entreprise. Hein. Il y a un certain nombre de gens qui vont poursuivre. Je discutais ce matin avec quelqu'un qui travaille dans une institution financière et qui disait de toute façon, eux, ils ne sont absolument pas liés par la réglementation. Ils y vont, ils le font, point. Vous voyez, donc, ils ne bougeront pas, ils continueront. Voilà, oui, tout à fait. Ok, donc, Vanessa, si je vous ai bien donné votre micro. Oui, je vous ai bien donné votre micro, n'est-ce pas? Oui, ok. Vanessa. Bonjour. Bonjour. J'avais une question. Nous étions censés publier un rapport en 2026 sur l'année 2025 par rapport au fait qu'on correspondait à 2 critères sur 3. Donc, la loi française nous impose toujours de le faire. Oui. Donc, un conseil, est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qui prévaut par rapport à la loi française ou justement cette loi omnibus? Et c'est un peu dangereux de se mettre hors la loi au niveau du cadre français, non? Oui, je suis pas. Alors, si j'étais juriste, je vous dirais oui, c'est très dangereux. Les juristes, ils vous expliquent toujours que tout est très dangereux. Hein. Ouais. Donc, un juriste, il va vous dire d'être très prudent. On n'est pas dans une ambiance où j'ai du mal à répondre. Enfin, vous êtes très nombreux, donc j'ai pas l'impression d'être vraiment dans du off. Mais moi, je trouve pas qu'on est dans une ambiance très répressive sur le sujet. Je pense pas que le risque est gigantesque de ne pas être conforme. Mais enfin, il existe. Juridiquement, il faut rapporter l'année prochaine parce que l'ordonnance de transposition vous l'impose. Juridiquement, c'est très clair. Enfin, moi, ça me semble très clair. Après, vis-à-vis de vos parties prenantes, financiers, clients, j'aurais tendance à faire la même réponse. Mais par contre, c'est vrai que politiquement, le risque n'est pas dingue de ne pas se conformer. Mais j'ai rien dit. Oui, non, mais merci beaucoup. J'ai rien dit. Laurie. Oui, je voulais savoir, est-ce qu'on a une idée de quand la directive Omnibus va être transposée dans la loi française et du coup quand ce sera applicable? Encore faudrait-il qu'elle fût adoptée Oui, c'est vrai. pour être transposée. Et donc, pour qu'elle soit adoptée, il faut, je vous l'ai dit, hein, que le texte soit envoyé au Parlement. Vous avez un très bon, je l'évoquerai tout à l'heure si on a le temps de parler de la directive sur le due diligence. Vous avez un très bon reportage qui a été passé sur Arte à une époque sur la discussion autour de la loi sur le devoir de vigilance autour de la rapporteuse de l'époque qui est une néerlandaise qui s'appelle Lara Wolters, je crois, de mémoire. Et ça explique comment une directive est adoptée. C'est compliqué, une adoption de directive. Donc, vous avez le Parlement qui va travailler d'un côté, vous avez le Conseil de l'Union européenne qui va travailler de l'autre. Ils vont amender le texte original de la Commission. Et donc, on arrivera à un stade où on a 3 textes différents. Le texte de la Commission, le texte tel que amendé par le Parlement, par les commissions du Parlement, puis le Parlement, et le texte tel qu'amendé par les États. Sachant qu'on sait à peu près où ça va aller. Les États vont amender plutôt plus dur. Enfin bon, on peut imaginer que les États amendent plutôt plus dur et le Parlement peut-être un peu moins dur. Enfin bon, c'est comme ça qu'on peut peut-être imaginer les choses. Toujours est-il qu'à la fin, on se retrouve avec 3 textes et on entre dans ce processus qu'on voit bien dans la série Parlement aussi, de discussion en trilogue, hein, sur lequel on essaie de se mettre d'accord. La Commission est là pour faire un peu l'arbitre. Et on essaie de se mettre d'accord sur un texte et d'adopter un texte. C'est long, hein, ça peut mettre 1 an, 2 ans, et puis après, il faut transposer. La transposition, ça peut aller assez vite. On avait, pour la directive, là, la France avait transposé extrêmement vite. Donc la transposition peut aller très vite, mais c'est la directive qui va être longue à adopter. Ok.
Et en supposant qu'elle soit adoptée, la directive, donc si je comprends bien, pour les entreprises de moins de 1000 salariés, donc la base, ce sera la VSME. Et en fait, j'ai cru comprendre que la VSME est en train d'être refaite, modifiée aussi. Alors, ce qui a été annoncé, c'est que la Commission européenne rédigera un acte délégué en s'inspirant effectivement du texte VSME. C'est ce qu'elle a dit. Mais comme cet acte délégué ne peut intervenir qu'après adoption de la directive, ce qui est envisagé, c'est qu'elle publie une communication bien en amont qui probablement suggérera d'utiliser ce standard. On peut le penser. C'est comme ça que ça devrait se passer. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, c'est parfait, merci beaucoup. Ouais. Merci Laurie. Véronique. Alors, Véronique, j'avais... Ah non, mais je ne lui avais pas permis, je n'avais pas... Véronique. voilà. Ah, Véronique, c'est bon, moi merci. qui faisais une bêtise. Et Virgile, je vous donne la parole juste après. Excusez-moi, je vous ai un peu squeezé là. Véronique? Oui, c'était pour revenir sur le sujet de la compliance par rapport au texte français d'aujourd'hui. Je pense que dans la mesure où la France, avec l'Allemagne, les autorités françaises ont fait partie de ces États membres qui ont mis de la pression sur la Commission pour aller dans une simplification assez drastique, hein. Vous avez vu les lettres envoyées. Je ne vois pas comment, mais là je parle à titre personnel, hein, je ne vois pas comment la France ne pourrait maintenir son calendrier actuel. Alors, il y aura effectivement une incertitude pendant un certain temps sur le contenu exact de la nouvelle directive, mais rien n'empêche la France de modifier sa loi sans attendre, au moins sur des choses relativement, enfin sur lesquelles il y a une relative visibilité du type calendrier de mise en œuvre, et donc mettre en suspens en quelque sorte la mise en œuvre pour toutes les entreprises qui n'ont pas déjà reporté. Et je pense qu'on peut aussi faire confiance au MEDEF et à quelques autres pour pousser dans ce sens de manière très très vigoureuse. Donc c'est à suivre dans les prochaines semaines. Là, la publication par la commission date d'hier, donc évidemment on n'a pas de réponse à ce stade, mais je pense qu'on en saura plus rapidement. Oui, non, je suis assez d'accord, et c'est pour ça que je disais que le danger à ne pas se conformer n'est pas très grand. C'est un peu cynique de dire ça comme ça, même si sur le plan juridique, je ne vois pas très bien comment on va s'en sortir, mais sur le plan politique, il est clair que le danger n'est pas très grand. Après, moi, ce n'est pas forcément le conseil, enfin, je reste un partisan de l'exercice qui consistait à revoir son business model à l'aune du dispositif CSRD. Et donc, ça, de ce point de vue-là, je trouve ça très dommage de se priver de cet exercice-là qui était très utile d'un point de vue stratégique pour une entreprise, hein. Donc, on a à la fois ces questions d'obligation, mais il y a aussi un outil qui avait une grande utilité d'un point de vue stratégique, et c'est potentiellement dommage de se priver de cet exercice-là. Oui, bien sûr, ça, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord avec toi. Ouais. Virgile, alors Virgile, si je lui permets d'avoir le micro déjà, ça sera mieux. Oui, vous m'entendez? Voilà, parfait. Oui, vous disiez tout à l'heure que la décision de reporter de 2 ans était ubuesque. Cela dit, je crois que ce point fait l'objet d'une proposition à part qui, et c'est ma question, pourrait éventuellement être adoptée très très rapidement. Enfin, très rapidement, je m'entends. Est-ce que vous confirmez ça, que ce point-là spécifiquement pourrait être plus rapide? Le report n'est pas dans la même directive. Ouais, le report n'est pas dans la même directive. Le report, effectivement, est dans un texte séparé, mais dont j'ai compris que c'était aussi une directive quand même. Mais le rapport, effectivement, est dans un texte séparé, tel qu'on le voit dans les communications d'hier. Non, moi, mon interrogation, elle ne portait pas là-dessus. Elle portait sur le fait qu'on reportait pour des gens qui, de toute façon, potentiellement, allaient sortir du scope. C'était plutôt ça, mon interrogation.
Et ce que vous dites est encore pire, c'est que, oui, on reporte, oui, ça voudrait dire qu'on reporte pour des gens qui, dans la directive suivante, de toute façon, sortiront du scope. Donc, en fait, c'est les faire sortir du scope de façon accélérée, si ça se déroule tel que vous le décrivez. Oui, en fait, et même c'est écrit, en fait, le but, c'est de reporter de 2 ans dans le but que justement les législateurs prennent des décisions sur l'omnibus. Pour moi, c'est ça la stratégie. Oui, oui. Oui, en fait, c'est un moratoire éternel en quelque sorte. Enfin, pas éternel, mais je veux dire, c'est un moratoire, c'est une accélération du calendrier d'abandon via un report, quoi. Enfin, je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis, mais je me comprends. Je veux dire, on reporte une obligation à des entreprises dont on va avoir le temps comme ça de les sortir du scope. Tout à fait. Laure, je ne sais pas si je vous ai donné la parole. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon, c'est parfait. Ouais, c'était aussi sur les vagues 2 et 3. En fait, le report, il concerne que les vagues 2 et 3, mais c'est de ce que je comprends, hein, d'accord? Oui, Le on est report de d'accord. 2 ans. Oui. Mais par contre, les vagues 2 et 3, ça concerne qui maintenant? Parce que c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Il le précise pas, c'est juste les. Enfin, c'est pas clair. Qui sont les entreprises dans les vagues 2 et 3? Ce serait celles concernées par la VSMI. Bah, c'est ce que je trouve, c'est ce que je voulais dire quand je disais que c'est un peu bizarre. Les vagues 2 et 3, c'était les SME cotés, c'était les entreprises de moins de 500 salariés, c'est-à-dire en gros celles qui n'avaient jamais fait de DPEF, en gros. En gros, c'est ça la vague 2 et 3. C'est les gens qui ne connaissaient pas la DPEF et qui, hélas, risquent de ne jamais connaître la CSRD. Enfin, je ne suis pas sûr de savoir répondre à votre question parce que je suis d'accord qu'il y a un truc un peu bizarre. Les vagues 2 et 3, c'est ces entreprises de moins de 500 salariés qui voyaient arriver le sujet et qui étaient un peu des poules avec une fourchette parce qu'ils n'avaient pas nécessairement eu jamais de département RSE chez eux, par exemple. Donc, ils étaient dans une situation dont on peut convenir qu'ils étaient compliqués. Moi, je connais des gens qui étaient dans cette situation-là qui n'avaient pas encore commencé le projet CSRD en interne. Donc, ces entreprises-là, elles se voient. Je ne sais pas très bien quelle est votre question au fond, parce que ces entreprises-là donc se verraient reporter leur obligation, mais de toute façon, ces entreprises-là, à terme, sortiront du scope. Ouais, c'est ça. Par exemple, une entreprise de 700 salariés, de fait, comme elle est à moins de 1000. Alors, 700 salariés, 700 salariés, c'est même encore pire parce que peut-être qu'elle a déjà été dans la vague 1. Non, elle n'était pas dans la vague 1 parce que la vague 1, c'était que pour les entreprises listées. Oui, mais vous avez des entreprises de 700 salariés listées qui étaient dans la vague 1 et qui sortent du scope. Oui, mais là, j'ai en tête une entreprise qui ne remplissait pas tous les critères, donc qui aurait été sur la vague 2. Et en fait, juste pour confirmer, les entreprises de moins de 1000 salariés maintenant ne sont plus ne sont plus concernées par le CSRD. Enfin, ne sont plus concernées si la directive est adoptée telle qu'elle. Si la directive est adoptée, oui, en droit européen. En droit français, elles sont en stand-by et elles le sont toujours. Florence, alors Florence, sauf que je ne vous ai pas donné la parole. Voilà, Florence, Anne. Florence, vous avez le micro normalement. Et Laure, sauf si vous n'avez pas terminé, si vous pouvez. Vous m'entendez? Baisser la main. Alors, Florence, on vous entend? Oui, tout à fait. Bonjour, merci pour votre présentation. Vous n'avez pas... En fait, ma présentation, je vous avoue que je l'ai beaucoup écourtée parce qu'en fait, j'avais encore plein de choses à vous dire, mais je crois que ça méritera d'autres. Je verrai avec l'ISE comment on s'organise, mais je crois qu'on va faire des petits compléments. D'accord. Néanmoins, oui, je vous écoute. Du coup, on a beaucoup lu aussi sur les économies prévues de milliards d'euros par an. Est-ce que vous pourriez nous expliquer aussi comment c'est calculé ou quelles sont les hypothèses?
Quand on parle de Alors, cette commission qui adopte des mesures pour stimuler la compétitivité, elle mentionne aussi qu'il y a des économies qui sortent des économies pour l'Europe. Donc, est-ce que vous pourriez expliquer ce que ça je suis veut en dire? train de rechercher alors, ce qu'ils ont indiqué. Hop. Ce qu'ils ont indiqué à ce stade-ci, c'est cela. C'est-à-dire qu'ils ont cité un chiffre de 4,4 milliards d'euros d'économies générées par les mesures sur CSRD, mais aussi sur le reporting taxonomie, parce qu'il y a aussi, on n'a pas eu le temps d'évoquer ça, mais il y a aussi les annonces sur la taxonomie. Si vous avez des questions, d'ailleurs, on pourra l'évoquer. Et puis sur la directive due diligence, ils ont aussi fait un estimé. Donc ils sortent des chiffres. Pour moi, ça sort de nulle part. Enfin, je veux dire, oui, peut-être, pourquoi pas. Enfin, je ne sais pas si des analyses d'impact ont été faites. Ça sort de nulle part. Bon, on a envie d'expliquer qu'on fait des économies considérables. Moi, je pense aussi que mais je suis toujours très focalisé sur cette histoire de financement de l'économie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je pense toujours à cette histoire d'union des marchés de capitaux. Je ne vois pas en quoi tout ce cirque va favoriser le financement des entreprises en Europe. Ça, je vois assez mal. Et ça, c'est très difficile d'estimer ça. Donc oui, il y a des économies à court terme, certainement, parce qu'effectivement, il y avait eu des excès, il y avait tout un écosystème qui s'était monté autour de la CSRD. Quand vous alliez à... Oh, j'ai plus en tête ce salon. Enfin, je veux dire, il y avait des salons RSE où vous aviez un monde fou, qui avait des tas de produits à vous proposer sur la CSRD. Il y a tout un écosystème qui s'est greffé et qui n'était pas d'une valeur ajoutée folle pour l'économie. On peut le penser comme ça. Donc oui, à court terme, on va faire cette économie-là. À moyen terme, est-ce que les entreprises vont se financer plus facilement? C'est, à mon sens, très discutable. Alors, comme disait l'autre, hein, c'est à la fin du marché qu'on compte les bouses. On verra. Mais ces estimations-là, pour moi, je ne sais pas comment elles sont. Je sais pas comment elles sont construites. Mais elles sont effectivement évoquées par. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais en tout cas, elles sont effectivement. Oui, merci. Ouais, elles sont effectivement citées par la Commission, ces chiffres-là. Incapable de vous dire. Et puis, je vous dis, il y a des tas d'effets de bord qui ne sont pas pris en compte dans ce calcul. Hein. C'est un calcul vraiment purement comptable, du genre, voilà, un projet CSRD, ça nous coûte tant. C'est typiquement des discours qui sont portés par des associations professionnelles ou des associations patronales. Elles chiffrent ça. Elles savent le faire. On sait chiffrer, et elles font ça bien, et elles le font, le cas échéant, avec honnêteté. C'est pas ça le point. Mais le point, c'est que ce faisant, on sous-estime potentiellement des sujets considérables. La comparabilité entre les entreprises en matière de climat, en matière d'environnement, en matière de conditions sociales, c'était quand même un plus. Enfin, on peut penser que c'était un plus en termes de financement. Alors, Anne-Laure, pardon. Moi, je ne voyais que le début du prénom. Oui. Je vous en prie. Désolée de revenir sur mais je vous ai appelé le nombre de salariés, mais effectivement sur le périmètre. Mais effectivement, pour moi, la vague 2, c'était pas seulement ceux qui étaient inférieurs à 500 salariés, et même la vague 2, certaines, c'est mon cas chez moi, étaient supérieures à 1000 salariés. Et donc, vont bénéficier du report, on est d'accord, puisque du coup, elles étaient en vague 2, elles vont être soumises, donc vont bénéficier du report. Ouais, c'est un cas assez particulier, c'est une société non cotée, alors c'est ça? Société non cotée, mais il y en a quand même un certain nombre, je pense. Non, on est d'accord. Dans ce cas-là, société non cotée, bien sûr. Ouais. Dans ce cas-là, oui, vous bénéficiez. Oui, j'avais pas en tête cet exemple-là, mais oui, bien sûr, cette société-là, elle bénéficie du report sans pour autant
bénéficier de la réduction du périmètre à terme. Ouais, c'est exactement ça. Oui, on est d'accord. Ouais, donc en fait, il y a quand même beaucoup de configurations, c'est assez spécial. Ah, bien sûr. Et excusez-moi de revenir dessus, parce que je sais que ça a été dit plusieurs fois, mais pour les entreprises de moins de 1000 salariés, je ne comprends pas si le standard volontaire va devenir justement un standard obligatoire pour un certain nombre de PME, ou c'est juste il reste volontaire. Il reste volontaire. Il reste volontaire. Simplement, il est prévu qu'il entre dans le corps. Pour le moment, le dispositif volontaire, il est hors CSRD. Il est totalement hors CSRD. C'est à la limite, on peut presque l'appeler une initiative de l'EFRAG qui a jugé bon de proposer quelque chose pour les PME, notamment pour les aider du fait qu'elles étaient positionnées dans des chaînes de valeur de donneurs d'ordre soumis, eux, à CSRD. Et donc, c'est dans ce cadre-là que ça a été fait. Alors, évidemment, dans la mesure où il y a des boucliers qui sont mis en place sur la partie chaîne de valeur, d'une part, le bouclier, en fait, grosso modo, il va dire quoi? Il va dire qu'une entreprise soumise à CSRD ne peut pas exiger, et une banque aussi, pareil, ne peut pas exiger d'une entreprise non soumise plus que ce que propose le voluntary SME. C'est peut-être ça votre question. C'est que ça reste voluntary, mais c'est du voluntary drôlement incité. Vous voyez ce que je veux dire? Si on vous dit, vous avez un dispositif volontaire, et je le répète, il est totalement hors CSRD aujourd'hui, hein. Mais si on vous dit, vous avez un dispositif volontaire, mais par contre, il est volontaire, certes, mais par contre, vos donneurs d'ordre soumis à CSRD ont le droit de vous demander n'importe quoi dans ce dispositif. Vous voyez? Ou dans le cadre d'un appel d'offres, par exemple. Eh ben, c'est drôlement incitatif pour prendre le dispositif volontaire. Alors, ce dispositif volontaire, je le répète, sur le plan juridique, il va prendre la forme d'un acte délégué de la commission, lequel acte délégué sera postérieur à la directive, avec cependant peut-être des préconisations bien avant. Quoi. Est-ce que j'ai répondu à votre point? Oui, mais le fait que vous parliez justement de l'acte délégué qui s'inspire, je me suis dit que peut-être ça devenait un texte obligatoire, que ça devenait obligatoire, mais ça reste. Okay. Vous avez raison, mais pour moi, c'est un acte délégué qui propose quelque chose, qui propose un dispositif. Si, là où il devient obligatoire en ce qu'il devient le bouclier qu'on utilise vis-à-vis des donneurs d'ordre. Donc, je ne sais pas si je suis clair. Si, je comprends. Oui. Donc, de ce point de vue-là, ça justifie qu'on produise un acte délégué. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a encore des questions? Vous savez quoi? On va en refaire une. Hein. On va en refaire une. Moi, je n'ai pas du tout dit tout ce que j'avais à vous dire. J'avais préparé des éléments sur la taxonomie, sur le due diligence, mais l'heure tourne. On a tous des tas de choses à faire. Je ne sais pas si... Alors, en conclusion, moi, ce que je voulais ce sur quoi je voulais attirer votre attention, c'est que avec l'ISE, donc l'ISE a monté avec nous une formation qui s'appelle « Mettre en œuvre le rapport de durabilité CSRD ». Elle reste tout à fait d'actualité, parce que c'est quand même un truc compliqué, cette affaire. Elle reste tout à fait d'actualité. C'est une formation qui est certifiante, qui est éligible au CPF. Je pense qu'on va avoir besoin de bons connaisseurs de la CSRD pendant encore un bon moment, ne serait-ce que dans cette phase qui s'ouvre de grandes incertitudes. Donc, sachez que cette formation existe. Sachez que cette formation existe. Et c'est un peu la conclusion que je voulais faire à ce stade-ci. Mais on va peut-être réfléchir à faire
un webinaire complémentaire ou des réunions complémentaires pour vous informer, parce que je vois bien qu'il y a une vraie attente. Vous étiez autour de 150 pendant ce séminaire. Donc c'est quand même assez important. J'espère que j'ai été à peu près clair. J'ai eu des mauvaises surprises pendant la session parce que par moments j'avais pas tout mon écran visible. J'ai eu aussi la surprise de découvrir ce que c'est qu'un webinaire par rapport à une réunion Teams. Moi, je travaille beaucoup dans l'interaction, donc c'est vrai que c'est pas évident de communiquer comme ça avec le manque d'interaction visible. Mais enfin, j'ai l'impression que vous avez été très attentifs et qu'il y a eu pas mal de questions. Je vous en laisse une pour quelqu'un qui voudrait conclure. Et sinon, on clôture là. Je vous remercie beaucoup. J'espère que ça a été utile. Je suis conscient que ça peut être frustrant de ne pas avoir vu un peu tout. Il commence à y avoir ici et là des synthèses qui sont intéressantes. Je pense c'est Priscilla qui a fait un petit schéma, qui fait des petits schémas merveilleux là sur LinkedIn. Je ne sais pas si elle est présente dans l'échange, mais il commence à y avoir des petites synthèses qui sont sympas et claires, et ça permet de bien comprendre ce qu'il en est. Et on va voir si on renouvelle l'expérience d'une conférence ensemble. Merci à tous et bonne soirée. Merci.